Le sujet, je le rappelle, est IA, intelligence artificielle, technologie et société soutenable. Alors vaste sujet hein, qu'on ne va peut-être pas avoir le temps de traiter intégralement. Je rappellerai que je suis professeur des universités à l'Université Grenoble-Alpes en philosophie politique sur un sujet, le titre du poste que j'occupe, hein, c'est Sciences humaines et innovation. Il s'agit pour moi, pour nous, avec le collectif dans lequel mon travail s'inscrit, de réfléchir grâce au savoir d'origine humanistique, voilà, et en dialogue avec les sciences sociales. Hein, donc, c'est-à-dire, en fait, l'humanistique, c'est histoire et philosophie principalement, de réfléchir à la signification de la dynamique d'innovation. Ça fait une quinzaine d'années que je m'occupe de ça, et plus récemment, il y a exactement 5 ans, à l'occasion du lancement de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, qui s'intitule MIAI, lui-même pris dans la vague du financement massif de l'intelligence artificielle à la française suite au rapport Villani. Eh bien, dans le cadre de cet institut, dans le cadre de cette vague, on m'a confié un beau programme que nous avons intitulé la chaire éthique et intelligence artificielle. Alors cette chaire éthique et intelligence artificielle, elle aura eu une durée longue, elle s'arrête à la fin du mois, qui est du mois de décembre 2024, ce mois qui a commencé. Elle aura eu donc 62 mois de durée, ce qui est très long pour un programme de recherche. Nous avons embarqué dans cette aventure des collègues d'autres disciplines que la philosophie, à savoir de la sociologie des organisations, du marketing, du droit privé et public et peut-être la discipline de sciences sociales la plus importante, les sciences de l'information et de la communication. Toutes disciplines qui, en dialogue avec la philosophie éthique et politique, ont finalement produit un beau résultat avec vraiment beaucoup de publications, beaucoup d'activités et au total une jeune recherche que nous avons embarquée puisque nous avons, vous voyez, sur la vingtaine de membres de la chaire, nous avons eu 6 doctorants, doctorantes, 3 postdoctorants ou postdoctorantes. Donc c'est, vous voyez, 9 la jeune recherche avec on en a fait un principe, si vous voulez, dans la mesure où c'est un sujet, le numérique ou l'algorithmique, les deux, c'est un genre de sujet, évidemment, où finalement, avoir les cheveux blancs comme moi n'est pas un avantage. Et il importait d'inverser un peu cette fatalité que j'appelle le syndrome de l'étoile morte, voilà, très lumineux, rayonnant, mais enfin formé il y a 40 ans. Donc, du coup, ça peut poser un problème si on veut faire de la recherche, surtout sur des enjeux très contemporains et qui n'existaient quand même pas il y a 10 ans pour l'algorithmique, l'intelligence artificielle, et 20 ans pour le numérique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons associé les jeunes à cette recherche et dans le but de faire dialoguer, vous voyez, les disciplines avec l'informatique et la robotique pour produire finalement une réflexion sur le déploiement du numérique et de l'IA au sein des sociétés démocratiques. Alors, qu'entend-on par intelligence artificielle? Je pense qu'il importe d'avoir une définition extensive, puisqu'on saurait réduire le fonctionnement des IA au calcul algorithmique. Dans l'existence réelle, il faut précisément conjoindre ce fonctionnement des calculs algorithmiques avec les data, les données, d'ailleurs improprement nommées données, puisque rien n'est moins donné qu'une donnée. Toutes les données sont construites. Donc, il importerait que l'on dise, le philosophe étant le spécialiste de la sémantisation, que l'on dise non pas data, mais aedificata. Ce sont des construites. Ce qui implique que l'on en finisse avec l'idée que l'éthique algorithmique va se borner à débiaiser, puisqu'on aurait vous voyez, des données brutes ou pures, ce qui est rigoureusement impossible. Vous voyez, le philosophe qui a beaucoup travaillé en épistémologie de l'éthique de l'intelligence artificielle commence à dire, vous voyez, attention à ce qu'on fait avec ces systèmes techniques. Il faut considérer donc que nous avons affaire à des calculateurs algorithmiques, que nous avons affaire à diverses construites, tout cela délivré dans le numérique au profit d'une société d'innovation où les usagers, consommateurs et clients ont un rôle majeur d'appropriation, hélas absolument pas maîtrisé. Évidemment, dans la société, dans la grande société, hein, je ne parle pas des organisations privées et publiques qui encadrent les usages, dans la grande société, tout un chacun parmi nous, ici, est susceptible de créer son système, disons, rapproché, de manière extrêmement personnelle,
ce qui relève, pour moi, dans ma catégorisation telle que j'ai essayé de l'élaborer en dehors même de l'IA, de ce que j'appelle l'innovation sauvage. L'innovation sauvage est appropriée n'importe comment. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Avec des effets de disruption, comme disait le regretté philosophe Bernard Stiegler, des effets de disruption qui sont considérables et très préoccupants. Alors, évidemment, en tant que spécialiste du champ, une des questions qui s'adresse à moi est de savoir comment en prendre la mesure de cette transformation. Et je vois les collègues qui écrivent des bons livres qui nous disent que Daniel Handler, Intelligence artificielle, intelligence naturelle, la double énigme 2023, le professeur Handler, spécialiste de mathématiques et de philosophie de l'esprit, lui-même philosophe concepteur d'IA, nous dit que la situation est fascinante. Elle est fascinante. Alexis Greenbaum, qui, excusez du peu, est à la fois physicien quantique, philosophe, et avec une forte culture de théologie byzantine, nous dit que la situation est grave mais pas désespérée, à propos des IA génératives, dans un très bon essai qui s'appelle Parole de machine, hein, qui date lui-même de 2023. Elle est grave mais pas désespérée, dit remarquablement Greenbaum, à condition d'avoir de la culture. Puisque, en effet, la situation est celle de machines qui parlent et qui font semblant de penser, dont on peut croire qu'elles pensent. Et Greenbaum dit que c'est vraiment très préoccupant, c'est une blessure narcissique pour l'humanité, puisqu'on a des machines à qui nous pouvons demander des choses importantes dans nos vies. Par exemple, j'ai, moi, des étudiants, des étudiantes qui demandent à des IA génératives si ou non elles doivent se séparer de leurs compagnons. Quel est le sens, c'est le cas d'une jeune femme que je connais, qui est très bien, qui est très intelligente, qui a un master de finance quand même, très intelligent, qui a demandé récemment devant moi à disait-elle, son chat GPT, quel était le sens de ses tatouages à elle. Voilà, donc c'est stupéfiant si vous voulez. Il faut conclure de cela que les machines ont un pouvoir qu'elles n'ont jamais eu. Ce ne sont d'ailleurs même pas des machines, stricto sensu. Je soutiens qu'il faut sortir du paradigme mécaniste pour les comprendre. L'interaction est tellement fluide que pour chacune et chacun, je veux souligner ça, les non-experts, pour les personnes les moins capables de comprendre ce qui se passe exactement, l'IA est devenue un milieu ou un quasi-milieu vital. Un quasi-milieu vital du fait des performances, du design d'usage qui entourent nos pratiques. Alors voilà, du coup, je vous dis la fin mot pour Greenbaum, il dit « À condition d'avoir de la culture, la situation est pas désespérée ». Il se trouve que la théologie byzantine offre le cas d'êtres non humains qui prennent la parole, à savoir les anges. Et donc, il faut se tourner vers notre culture de fond, vous voyez, pour comprendre ce qui se passe. Et moi, je soutiens en effet que l'IA est comme un miroir qui est tendu à notre condition, à travers nos activités. Donc vous voyez, il importe de mobiliser les sciences humaines, en un sens la théologie en est une, pour comprendre ce qui se passe. Alors d'autres auteurs disent que la situation est catastrophique, ainsi Garapon et Lassègue, dans deux ouvrages, hein, ils sont juristes, juges, en 2018-2021, estimaient que finalement la justice digitale, hein, le domaine des cours de justice est en train de se faire très fortement disrupter avec ce qu'on appelle les legal tech. Le régime d'efficience, l'efficience des IA conçue en régime d'optimisation, effectivement, cette efficience est susceptible de faire baisser par 10 très vite les piles de dossiers en attente. Donc il est clair que du point de vue, vous voyez, je m'approche des services publics, du point de vue des services publics, les legal tech sont plus qu'une promesse. En Europe et particulièrement en France, les choses se font lentement. Aux USA, on voit déjà que, si vous voulez, par différentes technologies, par exemple des systèmes de blockchain, eh bien, ce qui est un cas très particulier de la technologie, eh bien, il y a une amélioration, une transformation des services publics dans le sens de l'efficience et de l'optimisation. Alors, comme je le dis souvent, le problème, c'est qu'on ne demande pas que ça à une administration. Pas d'être optimisée et efficiente, il y a d'autres dimensions humaines, symboliques. Enfin, on peut dire que, en me tournant vers le livre de Marius Bertolucci, hein, de 2023, lui aussi, le livre s'appelle « L'homme diminué par l'IA », que la situation, dit Marius Bertolucci, livre excellent, est totalement désespérée. Elle est totalement désespérée. Attention, ce n'est pas un de ces mauvais livres qu'on trouve dans les gares qui parle de l'apocalypse
numérique ou algorithmique. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a observé les situations de travail, qui observe les situations de travail et qui, je lui ai suggéré le concept, convient qu'il y a une forme de maltraitance algorithmique, notamment pour les personnes qui doivent travailler avec l'IA et qui subissent le management algorithmique, la rationalité algorithmique, conçue en régime d'efficience optimisé, qui maltraite les humains. Voilà, qui nous transforme tous et toutes en livreurs Uber, si vous voulez. Voilà. Alors là-dessus, comment faire pour concevoir une éthique de l'IA? Comment faire pour concevoir une éthique de l'IA impliquant là-dedans la question de la soutenabilité de ces extraordinaires systèmes qui sont malheureusement très coûteux. En réalité, il semblerait bien que rien n'est moins soutenable que l'IA dans un régime de développement massif. Voilà. Ça semble une évidence, et vous voyez, nous on a fait apparaître dans la chaire, au bout de 2 ans de fonctionnement, je mettais donc une alerte en disant, pour l'instant, tout est ouvert, nous avons plein de crédits pour développer, enfin, l'Institut d'IA est riche à millions ici, voilà, on a des tas de clients, des grands comptes aux organisations qui demandent des expériences, simplement, il importe de développer parallèlement l'éthique environnementale de l'IA, avec notamment une définition de la sobriété. En partant, et c'est une première remarque, de la définition courante de la sobriété, qui est plutôt négative, c'est une définition négative. On entend par sobriété les quantités de matière ou de flux qui ne sont pas dépensées. Cette définition négative de la sobriété est sous-tendue par une approche économiste. Elle est en effet quantitative, liée à des mesures, et elle est très techno-compatible. Par exemple, dans le secteur de l'aménagement, de l'urbanisme, on voit bien que la sobriété, ainsi définie par exemple dans le livre de Lorrain, dirigé par Lorrain et compagnie, Ville sobre, nouveau modèle de gestion des ressources, 2018, c'est une définition qui est très opérationnelle, on voit bien que la promesse de la soutenabilité embarque de l'intelligence artificielle. Vous verrez qu'on peut vraiment discuter ça. Simplement, il faut avoir 2 conditions de possibilité à un tel discours. Considérer la nature comme un ensemble de ressources, ce qui ne va pas de soi, qui sont bien ou mal utilisées, et d'autre part, sur le plan comportemental, valoriser une attitude, à savoir la retenue, la sobriété comme retenue, dans une sorte de néo-épicurisme. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, moi, je tends à dépasser ça, je le dirai tout à l'heure. Première observation, avant de vous dire qu'est-ce que c'est, comment on peut imaginer une éthique de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, il faut balayer devant sa porte, et je rends grâce à Pierre Charbonnier de m'avoir permis de le faire. Nous autres, les philosophes, nous utilisons des concepts. Il n'y a pas d'éthique sans concept. Voilà. Et en réalité, ces concepts, ils sont datés. Comme le dit Pierre Charbonnier dans son très bon livre de 2020, Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, vaste somme que je regrette de ne pas avoir écrite. Charbonnier, qui a écrit d'autres choses qui sont remarquables, qui est un philosophe de éthique et politique, comme moi-même, montre que les concepts fondamentaux de la théorie éthique et politique moderne ont été conçus, mais c'est sans surprise, c'est une idée, vous voyez, qui est lumineuse, dans l'époque de pleine exploitation de la nature. Donc, bien entendu, ce qu'on entend, par exemple, par autonomie, a longtemps été pensé dans un régime, si vous voulez, économique, sociologique, de rapport à l'environnement sans limite. Donc, il importe, vous voyez, aujourd'hui, il est difficile de transformer, c'est le premier constat, difficile de transformer les organisations, puisque les concepts hérités en philosophie éthique et politique sont des concepts datés et largement périmés. Donc, comment transformer si ce n'est par un effort qu'il appelle, lui, une nouvelle cartographie conceptuelle, créer des concepts. Vous verrez, la notion reconditionnée, régénérée de sobriété en fait partie. Donc, merci Pierre Charbonnier. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé, nous, par essayer de comprendre ce que c'est que l'éthique, et ce que c'est surtout l'éthique des technologies et des technologies d'IA. Et, sachez-le, il n'y a que 4 manières de raisonner de manière éthique. Alors, ça peut sembler bizarre, mais il y a 4 manières de raisonner de manière éthique. Toutes les éthiques religieuses, philosophiques, traditionnelles relèvent seulement de 4 manières de penser. Et Dieu sait si on a des éthiques en philosophie, il y en a déjà des dizaines. Bien, la première manière, elle est dominante, c'est l'éthique conséquentialiste, qui consiste, et c'est typiquement moderne,
à donner aux personnes le droit et leur reconnaître la capacité d'évaluer le rapport entre coûts et bénéfices. On voit bien que les consommateurs développent un raisonnement de type économique qui peut être éthique. Dans les laboratoires de recherche, il y a ce qu'on appelle de l'utilitarisme, dont la forme est conséquentialiste. C'est la forme dominante et dans la modernité, elle est venue s'opposer à une autre forme qui pourtant elle-même donne le primat du jugement éthique à l'individu, qu'on appelle le déontologisme ou déontisme, qui est l'éthique de Kant, qu'on peut voir à l'œuvre régulièrement dans les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, alors ce n'est pas du tout de l'utilitarisme conséquentialiste, ils ne calculent pas, ils disent « ma conscience m'oblige à prendre des risques ». Donc ce n'est pas du tout utilitariste, c'est anti-utilitariste. Prendre des risques, mon avantage, mon intérêt, c'est peut-être de me taire, mais ma conscience m'ordonne de dire que l'IA consomme trop, que telle ou telle grande compagnie d'IA opère avec les datas de manière scandaleuse. Voilà. Et donc, le coût à payer est évidemment élevé, puisque la personne se trouve souvent mise au banc de sa propre organisation. Alors ça, tout le monde le sait. Nous ajoutons l'autre ou les deux autres formes, moi je distingue, de raisonnement éthique, et vous allez voir où ça nous emmène, ce qu'on appelle l'arétaïsme ou perfectionnisme moral, qui consiste à dire que l'éthique, ça consiste à devenir une meilleure personne. Et nous avons ici la grande tradition de l'Antiquité avec Aristote, toujours moderne, toujours contemporain, devient une meilleure personne, donc c'est-à-dire travaille sur ta relation au monde. Et moi, je distingue ce perfectionnisme moral qu'on trouve aussi chez Montaigne, par exemple chez Nietzsche aussi dans la modernité, de ce que j'appelle l'axiologisme, à savoir le fait, axia en grec veut dire la valeur, de raisonner éthiquement à partir d'une valeur suprême. Alors souvent, c'est lié, hein. Chez les antiques, évidemment, c'est souvent lié. N'empêche que l'axiologisme fait un retour très fort sous la forme des éthiques environnementales. Et vous voyez, ça change tout. Dans le perfectionnisme, il s'agit encore de devenir une meilleure personne, en relation avec le monde, la société, la nature, enfin, une meilleure personne. Dans l'axiologisme, il peut s'agir de mettre au premier plan une valeur suprême qui n'est pas humaine, comme la biodiversité, le respect du vivant, la nature. Donc, les spécialistes des éthiques écologiques disent « Mais attendez, on n'a jamais fait de l'éthique. Elle doit commencer maintenant. Il ne faut surtout pas être utilitariste. » L'utilitarisme est une anti-éthique, quelque chose qui provoque un scandale moral qui est que l'espèce humaine, et chaque individu dans l'espèce humaine, à qui on cache le coût énergétique ou même social de la production de ces systèmes numériques et même de ces devices, de ces terminaux, eh ben, va maximiser son intérêt, son bien-être. Mais c'est surtout pas ça de l'éthique. Alors du coup, vous voyez, sur ces bases-là, qui est un petit rappel de comment fonctionne l'éthique, moi je me suis occupé de la notion d'éthique de l'IA en distinguant l'éthique informatique qui produit énormément. On n'a jamais autant demandé de ce point de vue de la part des professionnels de la conception d'un système scientifique technique, on n'a jamais autant demandé en matière d'éthique qu'on demande à l'IA. Car enfin, il n'y a jamais eu, même pour des technologies sensibles, voire franchement dangereuses, il n'y a jamais eu d'éthique du nucléaire. Mais cela vient du fait que le nucléaire relevait du monde du progrès, avec un chaînage de sens et de valeurs très lié à des prescripteurs publics, les ingénieurs, l'État. L'IA est délivrée dans la société, donc les concepteurs eux-mêmes s'inquiètent. Un quart de la littérature d'informatique, un quart, concerne la computer ethics. C'est énorme. Alors, simplement, cette computer ethics, j'aurais tendance à dire qu'elle est nécessaire et insuffisante. Elle s'appuie, comme vous le savez, sur des valeurs qu'on appelle épistémiques, liées à la science elle-même, explicabilité, interprétabilité, accountability, redevabilité. Ces trois-là relèvent du degré de clarté de l'IA qu'on engendre. Alors j'ai tendance à dire aux collègues, bah, c'est quand même la moindre des choses que vous nous disiez que c'est explicable. Un scientifique qui dirait que ce qu'il fait n'est pas explicable, ce serait quoi? Un magicien. Donc les valeurs épistémiques sont liées à la manière dont les gens... Vous voyez, il y a un souci là-dessus parce que souvent, ce n'est pas explicable. Les systèmes d'IA produisent des résultats qu'on n'avait pas prévus. Vous dites, bon, c'est interprétable. Et si ce n'est pas interprétable, bah, c'est redevable, accountable. Ah, ok, c'est rassurant. Et tout ça converge vers ce qui est censé être clair, la transparence, qui est une valeur pour coder. Et transparence, là encore, pour qui? Pour quelqu'un qui a fait combien d'années de maths? C'est une valeur sociale, la transparence. Et puis, les valeurs sociales à proprement parler, fiabilité et confiance, l'IA responsable, et the last but not the least, la fairness, l'équité. On dit d'un système qu'il est équitable. Alors donc, on prête carrément une vertu
à l'IA dans ce cas-là. Donc c'est fascinant pour un philosophe. Le problème, c'est que chaque collègue, quasiment, a sa définition des termes. Les informaticiens qui font de l'IA n'ont peut-être pas fait assez d'épistémologie de leur discipline. Alors, du coup, vous voyez, dans ces critères de la computer ethics, il n'est jamais question de sobriété. Ce n'est pas un critère pour la computer ethics. D'où la nécessité pour nous de voir apparaître d'autres formes d'éthique, par exemple dans le travail que font les roboticiens, qu'on appelle l'éthique artificielle, algorithmique et robotique. On voit apparaître quand même d'autres valeurs. La sobriété peut en être, ou l'éthique numérique, ou digital ethics en anglais. À ces trois formes d'éthique de l'IA qui visent une évaluation-régulation de type professionnel, nous ajoutons pour notre part ce que nous avons inventé, l'éthique de l'IA à travers ses usages, que j'ai appelé, non pas pompeusement, mais précisément, UX, EI Ethics. UX comme, évidemment, l'user experience, qui se pratique couramment, je ne cesse de l'expliquer à mes collègues informaticiens, dans le monde de la conception, de l'innovation, où des vrais gens sont mobilisés dans des ateliers de conception, et pas des informaticiens, vous voyez. Donc, il importe de mobiliser un panel beaucoup plus large, et nous avons inventé une éthique de l'IA et du numérique à travers le co-design pour notre part. Je dis bien une éthique dans nos ateliers, impliquant évidemment les informaticiens, les prescripteurs, les usagers déjà réels ou potentiels, et donc les personnes qui peuvent subir l'IA, nous leur faisons pratiquer les ateliers éthiques à travers les 4 formes que j'ai évoquées. Il s'agit pour nous de mobiliser des formes plurielles. Dans ces formes plurielles, nous voulons mobiliser les éthiques environnementales. C'est proprement nouveau, ce n'est pas du tout reçu, il y a une forte résistance, je ne vous le cache pas, du monde des informaticiens. Ces éthiques environnementales donc, sont liées à ce qu'on peut appeler un revivalisme arétaïque. Il s'agit de promouvoir des vertus, dont la sobriété, que je vais redéfinir. Et il y a une sorte de polarisation axiologique, c'est-à-dire il y a des valeurs qui deviennent des valeurs importantes. Donc, par exemple, le biocentrisme est un type d'éthique environnementale, je vous le rappelle, c'est un type d'éthique environnementale particulier qui estime que tous les vivants peuvent légitimement revendiquer soit des droits spécifiques, soit les mêmes droits que l'humain. Comment concevoir de l'IA en régime de biocentrisme? Voilà une question nouvelle, je pense, qui n'est pas posée, qui est très peu posée. Vous voyez comment, ici, la réflexion académique, la science, donc peut retrouver des enjeux militants sans difficulté. C'est-à-dire, il faut déjà être un peu militant pour concevoir ça, je pense. Alors, pire encore, si j'ose dire, encore plus ambitieux, ce qu'on appelle l'écocentrisme. L'écocentrisme, avec par exemple ce grand philosophe qui est né en 1941, qui s'appelle Baird Callicott. Baird Callicott, hein, auteur de, vous voyez, une réflexion sur ce qu'il appelle la land ethics, donc l'éthique de la terre. Voilà. L'écocentrisme avec Callicott, c'est un auteur parmi d'autres, hein, estime que tous les êtres naturels, et pas seulement vivants, peuvent revendiquer les mêmes droits. Donc, vous voyez, concevoir de l'IA en régime d'une éthique axiologique particulière qu'est l'écocentrisme implique que l'on se dote d'une métrique, par exemple, concernant la qualité de l'air, le réchauffement climatique, des indices de réchauffement climatique et, par exemple, le niveau des nappes phréatiques. Je vous rappelle que l'écocentrisme est connu pour avoir obtenu comme victoire en 2017 la consécration du fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande comme quelqu'un dont il faut éthiquement préserver les droits. C'est dans la constitution néo-zélandaise. Et aujourd'hui, peut-être vous connaissez l'appel pour la défense du Rhône chez nous, ou de la Loire, qui relève d'une éthique écocentrique. Donc comment faire en sorte que notre grande disruption tellement espérée pour l'optimisation de nos services dans les organisations privées et publiques, tellement agréable du point de vue de notre confort, avec toutes ces IA qui servent nos décisions vitales importantes parfois, ou simplement qui viennent combler notre ennui fondamental, eh bien, comment les concilier avec de l'éthique environnementale écocentrique? Alors, c'est très très difficile, d'autant que, vous le disais, il y a un impensé énergétique et environnemental colossal pour l'IA. Donc,
Du coup, il apporte même de se demander pourquoi tant de... On peut dire que c'est industrialiste, en fait, c'est une logique industrialiste, non repensée. Mais on peut se dire aussi qu'il y a une volonté humaine assez étrange, paradoxale, de gâcher l'environnement. Enfin, c'est curieux. Quand on préfère, tout en se prétendant écologiste, quand on préfère faire des requêtes sur de l'IA générative qui consomme énormément pour des choses futiles, c'est quand même que d'aller, enfin, d'assumer peut-être le vide de son existence, c'est qu'on aime gâcher. Enfin, je ne comprends pas sinon. Parce qu'on commence à le savoir, vous voyez. Alors du coup, nous avons commencé à travailler, nous vraiment, sur des journées de recherche en apprentissage frugal. Vous voyez, une partie d'informaticiens qui n'est pas très nombreuse avec nous dans la chaire éthique et IA. Nous faisons des pas vers l'éthique environnementale de l'IA. Alors, donc j'en viens au feu d'artifice final. Vous voyez, je termine là-dessus. À côté de la sobriété utilitariste, conçue dans un raisonnement utilitariste qui est dominante, qu'on peut appeler la sobriété économiste, on peut développer une sobriété conçue à travers une axiologie, une éthique axiologique avec une valeur qu'on peut appeler écocentrique, et ça va être la sobriété cosmobiotique. La sobriété cosmobiotique, j'ai inventé ça en lisant Calicott, grand philosophe états-unien, vraiment, qui commence à être très bien traduit en France, donc voilà, la sobriété cosmobiotique. Alors, pour la première économiste, eh bien, elle est saisie de manière utilitariste, tandis que l'autre est saisie de manière axiologique et arrhétaïque, par référence, par exemple, avec ce que dit Escobar, sentir penser avec la Terre. La première est appréhendée, donc je l'ai dit négativement, tandis que l'autre est liée à une expérience immersive. Calicott est cet auteur, vous savez, tout grand philosophe, il y a d'abord une expérience très forte. Calicott a vécu quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il se promenait le long du fleuve de son enfance, adulte, c'était le Mississippi. Il a pu observer une pollution du fleuve, une souillure des rives, et il a éprouvé une maladie très très forte. Il a eu une douleur très forte. Et vous voyez une sorte de solastalgie, comme on dit aujourd'hui, quand on est dans un site où on dit il va bientôt disparaître, hein, une éco-anxiété particulière. Donc j'ai pu même observer que dans des cercles d'entreprises du CAC 40, des personnes éprouvent ça. Quand le parking de leur enfance, enfin le jardin de leur enfance est recouvert par un parking ou par une piscine pleine de chlore. Des gens m'ont dit, mais j'ai éprouvé ça. Eh bien voilà, vous êtes dans la sobriété liée à une expérience immersive. Voilà. Et du coup, la première, donc la sobriété économiste, est centrée sur les besoins et les désirs de l'espèce humaine, d'ailleurs avec une peu de nuance entre besoins et désirs, c'est toute la confusion de l'innovation. L'autre est en dialogue avec les autres espèces et les environnements. D'un côté, la nature est une ressource dans laquelle on peut prendre tout ce qu'on veut. De l'autre, la nature est un cadre nourricier et une valeur fondamentale. Ce n'est pas un paradigme cartésien, mécaniste, c'est un paradigme vitaliste, animiste. Donc jusqu'où devons-nous être animistes pour limiter notre empreinte du point de vue de l'IA? Alors, la première, je l'ai dit, est compatible avec le high-tech actuel. L'autre est incompatible avec ce high-tech actuel. Peut-être est-elle compatible avec les low-tech ou avec ce que j'appellerais les ex-novations ou les alter-tech. Voilà, c'est ma manière philosophique, vous voyez, de créer des concepts. La première est liée à l'innovation sauvage. La deuxième est liée, sans doute, à l'entreprise régénérative, l'organisation régénérative dont on parle aujourd'hui. Toujours est-il qu'il est possible d'échapper à cette société du monopole radical, comme disait Illich hein, dans les années 70, grâce à la convivialité. Il parlait bien des systèmes techniques. Cette convivialité où l'outil, je cite, est au service de la personne intégrée à la collectivité, donc, et non au service d'un corps de spécialistes. Et je vous rappelle, ou je vous apprends que Illich était prêtre, d'abord, c'est un philosophe prêtre, et il développe précisément une éthique arrhétaïque liée à son maître, Thomas d'Aquin, en disant la vertu supérieure, il y a une excellence, une vertu supérieure, c'est très aristotélicien, thomiste. C'est ce qu'il appelle, le mot n'existe plus en français, eutrapeia. Et il dit, voilà, c'est la joie liée à l'austérité. Alors c'est dur de faire comprendre ça, sans doute, aux consommateurs assistés par IA, n'est-ce pas? Mais on est invité, je termine là-dessus, à développer les paradoxes illichiens. Vous vous souvenez, les paradoxes illichiens, il dit le transport qu'on nous vend nuit au déplacement. Voilà. La médecine techno-centrée, industrielle qu'on nous vend n'a pas en préoccupation le soin, à proprement parler. L'éducation tourne le dos à la connaissance. Alors je continue, hein. L'industrie à l'émancipation, l'innovation au progrès, le big data à l'information.
À cause de l'infobésité, on ne sait plus quoi choisir, et les gens deviennent idiots, du fait même, dans le cadre de la société des Lumières, enfin, ce qui est vraiment embêtant. Les réseaux numériques, la socialité numérique parfois nuit à une véritable humanité, une véritable socialité. Les systèmes sont conçus avec un design fermé, voilà, qui nous enferme, et l'intelligence artificielle ne délivre pas une véritable autonomie. Voilà. Alors, pour opérer cela, transformer cela, il faut, je crois, déployer ce type de méthode du co-design embarquant de l'éthique de l'IA, pluralisée, régénérée, non simplement pragmatiquement utilitariste. Et en ce cas, il faut assumer la critique de nos amis adversaires utilitaristes qui disent que eux, au moins, ils sont réalistes parce qu'ils développent une éthique minimale. Ainsi, Ruvén-Augien, un philosophe disparu en 2017, excellent collègue, j'aimais disputer avec lui, soutenait dans plusieurs ouvrages que, en fait, tout ce qui n'est pas utilitariste est maximaliste. C'est un gros mot chez lui. Alors, quand même, excusez du peu, étaient maximalistes Aristote, Kant et toutes les éthiques environnementales. Si Ruvén avait connu Greta Thunberg, il aurait eu bien du mal à tenir son minimalisme. Le minimalisme de nos amis utilitaristes, chez Ruvén-Augien, très très bon auteur utilitariste, est conséquentialiste, d'inspiration libérale, antipaternaliste, c'est très bien. Finalement, toute l'éthique repose sur un principe de non-nuisance envers autrui. À part ça, fais ce que tu veux. Bon. En revanche, je pense vraiment qu'il convient d'être maximaliste, puisque, pour terminer sur le thème du jour, quel minimalisme éthique peut calmer ou même simplement résister à l'indignation suscitée par l'urgence environnementale? Merci de votre attention.